Dans cette usine, il n'y a pas de fenêtre, pas de soleil et pas de saison. Et pourtant, des milliers de plantes poussent en ce moment même, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un demi-acre de surface au sol, l'équivalent de 250 acres de rendement agricole. 500 fois plus efficace qu'un champ traditionnel, et ce n'est pas de la science-fiction. Non, c'est une ferme verticale qui tourne aujourd'hui aux États-Unis. Et ce qu'ils ont compris que personne en Europe n'a réussi à appliquer va vous surprendre. Parce que les fermes verticales européennes ont fermé les unes après les autres ces dernières années. Infarm, Aerofarms Europe, Bowery Farming, des dizaines de millions d'euros investis, des promesses immenses pour des faillites retentissantes. Pourquoi eux réussissent là où les autres ont échoué ? La réponse est dans les détails, et le premier détail est contre-intuitif. On pourrait croire que la grande façade vitrée du bâtiment laisse entrer de la lumière pour faire pousser les plantes. C'est faux. Aucun photon naturel ne participe à la production. Le soleil a été banni, pas par idéologie, mais par ingénierie. Dans leur première ferme pilote au Wyoming, ils utilisaient la lumière naturelle et ils ont découvert un problème qu'aucun modèle théorique n'avait anticipé. Le soleil crée des variations thermiques. Une paroi exposée est plus chaude qu'une autre. Un bac près d'une fenêtre reçoit plus de lumière qu'un bac au centre. Ces micro-différences de température et d'intensité lumineuse produisent des plantes légèrement différentes d'un bac à l'autre. Dans une ferme industrielle qui livre des supermarchés, l'homogénéité n'est pas une option. C'est une exigence contractuelle. Alors ils ont remplacé le soleil par des barres de LED. Chaque bac reçoit exactement la même dose de lumière, à la même intensité, à la même température de couleur pendant exactement le même nombre d'heures. Et la couleur de cette lumière a elle-même été optimisée. Les salles de pousse baignent dans une lumière rose permanente, un mélange massif de rouge et d'une touche de bleu. Pourquoi pas de vert ? Parce que les plantes réfléchissent le vert. C'est pour ça qu'elles nous apparaissent vertes. La lumière verte rebondit, elle n'est pas absorbée. La donnée aux plantes serait gaspiller de l'énergie pour rien. Le rouge est la longueur d'onde la plus efficacement convertie en photosynthèse, et ici, chaque watt compte. Mais avant même de parler d'énergie, il faut comprendre pourquoi cette ferme est viable là où d'autres ont sombré. La réponse tient en deux mots. Choix des cultures. Ils ne font pousser que des légumes-feuilles, des herbes aromatiques et des micro-pousses. Laitue, cale, basilic, roquette, pousses de radis et rien d'autre. Et ce choix n'est pas un choix de goût, c'est un calcul économique pur. Ces variétés poussent vite, elles sont légères, elles se vendent cher au kilo et elles nécessitent très peu d'espace vertical par niveau de culture. A l'inverse, faire pousser du blé, du maïs ou des carottes dans un système vertical est économiquement impossible. Le prix de vente de ces cultures est trop bas pour couvrir le coût de l'électricité nécessaire à leur production. Ce n'est pas une question de technologie, c'est une question d'arithmétique. Et c'est exactement l'erreur que beaucoup de fermes verticales européennes ont commise. Vouloir tout faire pousser, partout, pour tout le monde, sans jamais résoudre l'équation économique de base. Ici, chaque mètre carré de rayonnage produit de la valeur par kilo suffisamment élevée pour justifier le coût énergétique. C'est le fondement sur lequel tout le reste repose. Et le reste, c'est un système d'une précision industrielle qui force l'admiration. 42 000 bacs équipés de puces RFID circulent en boucle dans l'usine. Chaque bac est tracé, identifié, orienté. Le cycle commence à l'ensemencement. Un tambour rotatif personnalisé utilise un système d'aspiration par le vide pour attraper exactement une graine par trou et la déposer sur le substrat. Les motifs de trous changent selon l'espèce. Le cal n'a pas les mêmes besoins d'espacement que le bok choy. La machine s'adapte sans intervention humaine. Les bacs ensemencés entrent ensuite dans une chambre noire absolue pendant 3 jours. Ultra dense, optimisée pour la germination, sans lumière parce que les graines n'en ont pas besoin à ce stade. Le flux est automatisé par gravité et mécanique simple. Chaque nouveau bac inséré à la base pousse le bac du dessus vers l'ascenseur. Aucun moteur supplémentaire, aucun bras robotique, la physique fait le travail. Puis les bacs montent dans les salles de croissance. Et là, chaque variable est contrôlée avec une précision que n'importe quel agriculteur traditionnel jugerait obsessionnelle. L'air d'abord.
Plutôt que des ventilateurs classiques qui créeraient des zones de turbulence et des points morts, le système diffuse une paroi d'air uniforme via des milliers de petits trous percés dans les murs, exactement comme une table de air hockey. L'air glisse sur les feuilles de manière homogène sans les stresser, sans créer de zones où l'humidité stagne et où les champignons pourraient proliférer. Le CO2 ensuite. Les plantes consomment le dioxyde de carbone si vite que la concentration en CO2 chuterait rapidement sous le niveau optimal pour la photosynthèse. La ferme injecte près de 30 tonnes de CO2 par mois pour maintenir une concentration optimale pour la photosynthèse. 30 tonnes par mois. C'est le genre de chiffre qu'on n'entend jamais dans les présentations sur l'agriculture verticale, mais qui fait partie intégrante du coût d'exploitation. Et pour l'eau, enfin, un circuit fermé. L'eau enrichie en nutriments circule par gravité sur des bacs légèrement inclinés, est filtrée à 50 microns, traitée aux ultraviolets contre les agents pathogènes, corrigée en pH et recyclée à 95%. Zéro gaspillage, zéro ruissellement, zéro pollution des nappes phréatiques. Et pourtant, avec tout ça, la ferme verticale reste à un fil du gouffre. L'électricité est le nerf de la guerre. Cette installation consomme 1,5 MW en continu, principalement pour les LED. C'est la cause principale de faillite dans tout le secteur. En Europe, où les prix de l'électricité ont explosé depuis 2021, beaucoup de fermes n'ont tout simplement pas survécu à leur propre facture énergétique. Pas à cause d'un mauvais produit, pas à cause d'un manque de demande, à cause d'un coût fixe incompressible que le prix du marché des salades ne permettait pas d'absorber. La solution trouvée ici s'appelle l'effacement de consommation. Quand le réseau électrique local est en pic de demande, quand l'électricité est la plus chère de la journée, la ferme éteint ou réduit l'intensité de ses LED. Les plantes ne meurent pas en quelques heures de pénombre. Elles tolèrent une interruption courte. Et la nuit, quand les tarifs s'effondrent, les lumières reviennent à pleine puissance. Ce mécanisme réduit la facture énergétique de manière significative et, par la même occasion, soulage le réseau public au moment critique. La ferme devient un acteur flexible du réseau électrique local et non plus seulement un consommateur passif. C'est cette capacité d'adaptation au contexte énergétique local qui fait la différence entre un modèle qui survit et un modèle qui coule. Et c'est exactement le type d'ingénierie opérationnelle que les investisseurs européens ont sous-estimé en misant tout sur la technologie de pouce sans modéliser sérieusement le coût de l'énergie à 10 ans. Il reste un dernier élément que les chiffres ne capturent pas complètement. Les produits sont récoltés dans une salle maintenue à température réfrigérée, emballés sur place et livrés aux supermarchés locaux le jour même de la récolte. Pas de semaine de transport depuis l'Espagne ou le Maroc, pas de chaîne du froid défaillante. Une laitue cueillie ce matin dans vos rayons ce soir avec plusieurs semaines de fraîcheur devant elle. Et 40% des employés de l'usine sont en situation de handicap. Ceci n'est pas un détail de communication. C'est une décision structurelle intégrée dans le modèle d'entreprise depuis le début. 500 fois plus efficace qu'un champ, zéro pesticides, zéro saisonnalité, une facture énergétique maîtrisée et un ancrage local qui change la vie de quartiers entiers. La ferme verticale ne va pas remplacer l'agriculture, mais elle vient de prouver qu'elle peut survivre, à condition de ne jamais perdre de vue une seule équation. Ce que vous vendez doit valoir plus cher que ce que vous consommez pour le produire. Tout le reste, c'est de l'ingénierie. Est-ce que vous achèteriez des légumes cultivés sans soleil, sans terre et sans saison? Répondez en commentaire. Ce débat mérite vraiment d'avoir lieu. Et à très bientôt sur ATech.